sont ceux qui ont participé dans votre équipe, et qui fait quoi et quels sont les problèmes que vous avez débattus avant d'arriver à une conclusion et quelle langue que vous avez opté pour produire l'émission. Nous sommes le groupe composé de Djogé Philippe comme conducteur de groupe, Bingue Lisette Juliette comme secrétaire, Abang Claudette comme participant, et a concerné les jumeaux. Comment est-ce que le fait d'accoucher plusieurs enfants peut être un empêchement pour l'allaitement maternel? Et le second thème a concerné le travail, l'occupation professionnelle comme un empêchement à l'allaitement maternel. Pendant que notre travail, la multiplicité des enfants comme une barrière pour l'allaitement maternel, nous avons décidé d'aller d'abord interviewer de multiples personnes sur le terrain. Nous avons opté pour rencontrer des femmes qui sont encore en cours de grossesse pour leur demander quelle pourrait être leur réaction si, en accouchant, elles se retrouvaient avec plusieurs enfants par rapport à l'allaitement maternel. Nous avons aussi souhaité, autant que possible, rencontrer une future maman qui connaît déjà qu'elle porte des jumeaux ou des triplés, avant de savoir quel genre de décision elle et son mari sont en train de vouloir prendre. Nous avons opté pour rencontrer des mamans qui ont déjà des jumeaux ou des triplés. Ensuite, nous avons opté pour aller rencontrer les professionnels du métier, ceux qui sont dans le domaine médical déjà, afin de savoir quelles sont les précautions et les stratégies qu'ils ont adoptées par rapport à ce sujet. Et nous avons aussi ajouté les époux, les papas de ces jumeaux-là, pour connaître quel type d'encouragement ils apportent à leurs épouses par rapport au sujet de l'allaitement maternel. En ce qui concerne le second sujet, qui a trait à l'engagement professionnel comme une limitation en ce qui concerne l'allaitement maternel, nous avons opté pour rencontrer deux types de concernés. Nous nous sommes dit que probablement les mamans qui sont occupées dans l'administration ont une réaction différente par rapport aux mamans qui sont dans les entreprises privées, là où les conditions de travail sont un peu plus rigoureuses. Donc nous avons opté pour rencontrer les populations de ces deux côtés. Donc le côté de l'administration, le côté des entreprises privées. Nous avons encore identifié une troisième catégorie de femmes. Ce sont les femmes qui travaillent au marché, qui ont un type particulier de pression dans leur lieu de travail. Nous avons aussi opté de rencontrer ce genre de mamans. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi estimé qu'il était important de rencontrer des femmes qui sont à la recherche de l'emploi, pour chercher à savoir si elles intègrent cette donnée dans leur façon de rechercher leur emploi ou de choisir leur futur métier. Bien sûr, nous avons opté par rapport aux acteurs, le personnel médical. Nous avons aussi identifié un type d'acteurs, les hommes de la loi. Parce que nous voulons savoir si l'État, dans son arsenal juridique, en ce qui concerne le droit du travail, a prévu des espaces pour que la maman puisse avoir du temps pour allaiter son enfant. Et nous ne nous sommes pas limités là, nous avons
estimé qu'il était nécessaire de demander à ces professionnels de la loi si les chefs d'entreprise appliquent les prescriptions réglementaires. Parce que parfois les prescriptions réglementaires existent, mais elles ne sont pas appliquées. Bon, comme ajout, nous avons aussi estimé qu'il était nécessaire de faire une sorte de recherche documentaire, notamment sur Internet, pour savoir comment est-ce que ça se passe dans d'autres pays. Aussi pour avoir les statistiques, parce qu'il est question ici d'élever le pourcentage de mamans qui allaitent réellement leurs enfants par le sein maternel. C'est tout ça que nous avons résolu. Nous avons résolu de travailler en anglais. Nous avons résolu de travailler en anglais et nous avons préparé le questionnaire à aller développer sur le... Je voudrais déjà vous dire que cette dépliant que je viens de vous donner met déjà l'accent sur ce que vous allez faire. Si vous regardez le cercle qui est en rouge, vous allez trouver que le titre de votre émission, vous me suivez, le titre de votre émission, c'est allaitement en situation d'urgence, breastfeeding in emergency, breastfeeding in emergency situation. Parce que ce que vous avez regardé, c'est des situations qui ne sont pas des situations normales. Et si on considère que les femmes accouchent beaucoup de jumeaux actuellement, ça veut dire qu'une famille qui ne s'est pas préparée pour avoir des jumeaux va certainement pas réussir à l'allaitement. Et vous connaissez qu'au Cameroun, les Mbororo par exemple, quand une femme Mbororo accouche à l'hôpital, elle prend un bébé et elle laisse l'autre, elle ne prend pas les deux bébés. Et ça c'est déjà, oui, et ça c'est quelque chose qui est très fréquent au Cameroun. Et il faut que nous arrivions à mentionner ça dans votre émission, parce que ça, c'est l'allaitement en situation d'urgence. Puisque dans leur coutume, les Mbororo sont les nomades. Et elles constatent que porter deux bébés, mais ça va l'empêcher de faire ses activités de vente de lait ou de déplacement. Et que c'est une grosse charge. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, Dieu qu'elle accouche et c'est les jumeaux, elle choisit un enfant et puis elle dit que faites ce que vous voulez avec l'autre. Donc, et puis vous aviez parlé des situations d'allaitement dans les sociétés et hors société et à l'État. Et c'est bien, ça veut dire que vous avez suivi ce que j'ai dit hier. La loi donne 2 heures pour l'allaitement, pour la femme qui allaite. Et ces 2 heures sont appliquées dans le côté de l'État. Mais est-ce que les sociétés qui veulent l'argent vont accorder ce moment-là, puisqu'elle ne sera pas au bureau, ça veut dire que les choses seront bloquées. Et ensuite, ça nous amène à un constat pourquoi nous parlons de gender equality, l'égalité entre femmes et hommes. Beaucoup de sociétés ne recrutent pas les femmes à cause des bébés. Parce que quand une société sait qu'elle va recruter une femme et que les grossesses vont venir et empêcher la femme à être dans la société, ça veut dire que les choses seront bloquées, surtout si c'est une société où on travaille en chaîne. Donc, c'est une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de sociétés ne recrutent pas les femmes. Et nous sommes en train de parler de l'allaitement maternel. Vous allez voir que ce n'est pas les femmes qui font la propagande de lait artificiel dans les hôpitaux, c'est les hommes qui travaillent dans les sociétés. C'est eux qui vont passer dans les hôpitaux et les centres de santé, convaincre les médecins et les sages-femmes de prescrire ces laits. Ce n'est pas les femmes. Et puis, dans les sociétés même où on produit ces laits,
il n'y a que 6% qui constituent les femmes qui travaillent dans la société, comme je viens de vous dire. Ces sociétés ne recrutent pas les femmes. Et il y a beaucoup même de raisons, parce que les conditions d'hygiène même dans certaines de ces sociétés n'est pas encourageant ou attrayant. Donc si une femme qui doit être empêchée d'allaiter doit utiliser le lait artificiel et lui il voit comment ça se fait dans la société, il va utiliser ça, il va faire le scandale. Donc c'est des raisons qui font en sorte qu'on ne les recrute pas. Et si vous trouvez les femmes dans ce genre de société, c'est vraiment des femmes qui ont fait les grandes études. Mais des femmes qui font des petits travaux dans la société, là, on ne les donne pas l'opportunité. Donc votre sujet est vraiment un bon sujet. Si vous allez réussir à collecter toutes ces informations, les gens vont dire que mais ça, la Ocean City Radio a changé la face, puisque là, vous touchez le bien-être de votre population. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont venir vers vous maintenant, parce que quand ils vont trouver que vous faites des choses concrètes qui touchent au bien-être, pour avoir de l'aide, pour faire des émissions comme ça, ne sera pas très compliqué. Il y a bien des gens qui ont les moyens, mais ils ne savent pas s'ils donnent, ça va être bien utilisé. Donc je vous félicite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, comme on a pris breastfeeding in emergency situations, est-ce qu'il ne serait pas, pour être plus complet, est-ce qu'il ne serait pas bon de penser aux femmes, par exemple, dans le milieu carcéral? Ça aussi, vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter, puisque quand il y a inondation, comme au nord, là, il y a des femmes qui allaitent. La mère meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Et quand une maman accouche et puis elle meurt, elle laisse le bébé, qu'est-ce qu'on fait? Il est recommandé que ce bébé peut être allaité par une autre mère dans la communauté qui est en train d'allaiter, puisque le lait est le lait. Mais combien de personnes agissent comme ça? Puisqu'on court directement à l'allaitement artificiel sans regarder comment on peut avoir le lait pour le bébé qui est laissé derrière par la mère. Ça, c'est des situations qui sont régulières. La jeune fille là a accouché, elle est morte. Puisque d'abord, elle était trop jeune pour prendre la grossesse. Le passage du bébé était trop petit. Elle ne partait pas aux consultations. Et subitement, elle réussit à avoir le bébé, mais elle disparaît. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé? Ça, c'est une des situations d'allaitement en urgence. Ailleurs, en Afrique du Sud, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Milk Bank, la banque de lait. Et même en Europe, en Suède, en Finlande, il y a des mères qui produisent beaucoup de lait et qu'elles décident de donner une partie de son lait à l'hôpital pour aider les mères qui ne réussissent pas à produire suffisamment de lait. Et on la compense, on la donne de l'argent en échange de ce lait. Donc il y a les milk banks qui sont créés dans d'autres pays. Ça, c'est des choses qu'on peut susciter ici. Il y a les banques de sang dans nos hôpitaux. Est-ce que les gens donnent le sang? Il y a aussi les gens qui disent qu'il y a les rumeurs que quand une femme accouche, elle meurt, un vieux maman peut nettoyer ses seins avec et ça coule. Est-ce que le lait là est bon pour l'enfant? Le lait est le lait. Le lait est le lait. Puisque qu'est-ce que est le lait? Le lait est la nourriture que la personne a transformée, a mangée, qui est transformée en lait et gardée dans le sein. Oui. Ce que tu manges et ce que le bébé prend. Et c'est maman qui prend les herbes pour fabriquer le lait. Elle doit être bien nourrie. C'est-à-dire que vous devez l'assister à bien manger. Manger équilibré, bien nourri ne veut pas dire que manger trop.
manger équilibré, prendre le fruit. Par rapport à nos échanges, je crois comprendre que les autorités ne s'engagent pas assez dans le sujet de presse libre. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas éduqués. Peut-être moi je vois la raison ailleurs. Parce qu'on dit pas d'intérêt, pas d'action. Moi par exemple, ce n'est que hier, quand vous avez donné le profit économique, vous avez fait un calcul et vous avez démontré que une femme qui allaite son enfant avec le sein gagne en conservant ses ressources financières. Voilà. Je suis sûr que cette lumière-là manque à ceux qui nous gouvernent. C'est le rôle de la radio. Expliquer la chose clairement comme ça. Dire à un couple que le fait que la maman allaite elle-même son enfant, vous épargnez tant. Oui. Les gens seraient... Oui, ils seront en train de suivre. Quand il n'y a pas d'intérêt financier là, les gens bougent difficilement. Exact. Non, ça c'est vrai. Il faut communiquer aussi en direction des autres. Oui, ça c'est les idées qui vous prennent note et vous insérez dans... Et probablement faire ça, c'est une proposition sous forme d'un spot publicitaire comme on voit dans les chaînes occidentales. Exact. Là, on dit bouger, manger 2 fruits, 2 légumes chaque jour. Une sorte de spot publicitaire pour que les mamans se rendent compte que It will be exceptional. Parce que généralement, les familles qui optent pour le lait commercial le font un peu comme par snobisme. Exact. Bon, mais si on leur montre qu'en le faisant, elles tombent dans le piège de ces entreprises et les maigres ressources de la famille changent de direction, si on leur ouvre les yeux là-dessus, ils vont suivre. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Parce que le rôle de la radio, c'est de ressortir ces petits problèmes-là. Puisque quand vous regardez, les sociétés disent qu'il ne faut pas allaiter parce que la femme est VIH. Et nous avons fait le calcul. On a vu que si on regarde le VIH, il n'y a que 4% qui meurent à cause du VIH. Mais 25% meurent à cause de diarrhée. Vous allez choisir allaiter ou vous allez choisir utiliser le lait artificiel pour que votre enfant puisse avoir la diarrhée et disparaître. Donc quand vous utilisez ce genre d'argument, les gens doivent se réfléchir. Encore que le VIH n'est plus un drame comme avant, il y a les antirétrovirus. Il y a les antirétrovirus qui sont donnés à la main pendant la grossesse et avant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, je connais des femmes autour de moi à Douala qui sont séropositives, mais elles ont eu 2 bébés et 2 enfants. Accoucher, rester dans sa situation, respecter les règles du jeu de la santé. Et elle a eu encore un autre bébé. Donc, tout ce qu'on essaie d'éviter dans la société, c'est de créer une situation de stigmatisation. Voilà. Puisque généralement, dans le village, quand on trouve une jeune fille qui a un bébé qui n'allait pas, on va dire, hey, Diwana Weti, that girl get HIV. Why not give Bobby for so that is prendre les de personnes. Bon, mais j'ai été un peu frustré au niveau de la collecte des informations. Par exemple, le chef d'entreprise qui n'a pas pu nous répondre parce que son patron à Douala... Il ne connaît pas. Non, il nous a dit qu'il ne connaissait pas au départ. Mais ensuite, il a quand même demandé à son patron pour que son patron lui donne des informations. Et le patron a placé une barrière. Mais lui, il était volontaire. Et il ne peut pas parler de ça. Tout à fait. J'ai compris que sans doute les droits des femmes n'étaient pas respectés. Bon, ça c'est ce côté-là. Et puis je faisais un peu un complaining à
ma coéquipière en lui disant que je me dis que celui qui va collecter les informations doit être équipé de façon à être capable d'avoir l'information même quand elle lui est refusée. Oui. Et j'ai comme l'impression que on ne nous a pas rapport à ce côté frustration lorsque nous sommes allés sur le terrain. Autre chose que j'ai noté, parce que j'ai quand même une expérience en amont sur la collecte de données, je me suis rendu compte que nous n'avons rencontré aucune femme et aucun homme qui nous a dit qu'il n'allaitait pas l'enfant au sein. Okay, tout le monde allait. Tout le monde dit qu'il allait, mais les enquêtes, les statistiques nous disent que 80% n'allaitent pas. Voilà. J'ai senti qu'il doit y avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. Sans doute, les gens que nous avons interviewés, puisqu'ils savent que les autorités encouragent à allaiter, répondent qu'ils allaitent, mais ils ne disent pas toujours la vérité. Parce que tu ne peux pas rencontrer uniquement des gens qui allaitent. Il y en a même qui étaient très boss là. Ils nous disent que non, même jusqu'à 1 an j'allaite. Personne n'a été trouvé en défaut, alors qu'on nous dit qu'il y a 80% qui... Bon, je me suis dit que peut-être notre façon d'enquêter, il faudrait qu'on revoie comment faire pour... Parce qu'il n'y a pas la vérité. On nous a par exemple dit que si vous demandez à une femme si elle se parfume, elle va vous dire oui. Mais arriver dans sa chambre et demander-lui de vous montrer son parfum, là il découvre qu'il n'y en a pas. Bon, la dernière chose que j'ai observée, c'est que quand on a visité les Twins là, ouais, on a posé une question, je ne me rappelle plus bien laquelle, et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas été soumis à un programme spécial en ce qui concerne l'allaitement. C'est-à-dire que les structures sanitaires n'ont pas prévu les cas d'émergence. Donc ils éduquent tout le monde de la même manière, et c'est quand une situation d'émergence apparaît qu'on réfléchit pour savoir ce qu'on va dire à la personne. Par exemple, le second couple de twins, ils nous ont dit que c'est quand le garçon a fini de tout téter et que la fille n'avait rien à téter qu'ils sont allés poser des questions. Bon, donc les situations d'émergence, apparemment, les structures hospitalières n'ont pas, c'est-à-dire bien ordonnancé. Oui, la stratégie, ça permet d'aller pas à pas, de savoir là où on va. Ça permet d'évaluer à la fin les résultats obtenus. Attends clinique, oh attends clinique all the time. Attends clinique, oh attends clinique all the time. Ensure your life and to ensure your baby, oh attend clinic all the time. Then attend clinic, oh attend clinic all the time. Elle a fait un travail sur la réduction de la mortalité maternelle. Ce travail est composé donc le docteur Disongo Jean II, médecin de santé publique, enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala et directeur de l'hôpital argentin de Douala pour appeler public. Bienvenue. Ensuite, nous avons Madame Chombi Aurore, épouse Dina, c'est ça? Dina. Voilà, qui est elle est cadre supérieur, infirmier supérieur, principal, accoucheur, comment on appelle ça? Sage-femme diplômée d'État, expert en santé de la reproduction et puis je ne présente plus le professeur Sola, je l'ai déjà présenté, mais applaudissez quand même pour lui. Et bien votre humble serviteur cette fois-ci va aussi s'asseoir parce qu'il est le rapporteur pour ce jury. Chers invités, chers collaborateurs, chers collègues, bonsoir.
Je me nomme Madame Bala Pancras, apprenante au centre de formation BCH, PTC. J'ai un réel plaisir en ce soir de partager avec vous mes travaux de fin de formation qui seront sanctionnés par un certificat de qualification professionnelle. Sur ce, le thème retenu: analyse de l'opérationnalité de la réponse stratégique à la mortalité maternelle au Cameroun, cas du district de santé de Bonassama, dans la région du littoral. Diapo. Recherche, objectif de recherche, méthodologie, recherche. Dans l'énoncé du problème, qu'est-ce qui nous marque? La santé de la mère et de l'enfant sont une préoccupation majeure. Les problèmes de la santé, autant pour moi, les problèmes de la santé de la mère et de l'enfant sont une préoccupation majeure de la santé publique dans le monde. Une grossesse sur 5 ans est mortelle au Cameroun. Nous n'avons qu'à voir des chiffres. Entre 1998 et 2004, le ratio est passé de 430 à 669 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et d'après les enquêtes démographiques de santé au Cameroun 2011, ce ratio, au lieu que ça baisse, il est toujours croissant. Et il passe de 669 à 785 diapos. Nous nous sommes posé la question. Nous nous sommes fixés des objectifs. Et comme objectif général, analyser l'opérationnalité de la réponse stratégique à la mortalité maternelle en vue de proposer des mesures visant l'accélération de la réduction des décès des mères au Cameroun. Diapo. Et comme objectif spécifique, bien entendu, 1. Identifier à partir de la documentation existante les déterminants de la mortalité maternelle. En 2. Identifier les stratégies et actions envisagées pour répondre à la réduction de la mortalité maternelle au Cameroun. Et en 3. Analyser l'état de mise en œuvre des stratégies et actions pour réduire la mortalité. C'est d'utiliser une étude documentaire et les entretiens exploratoires avec les informateurs clés. La sélection des cibles à utiliser ici, c'est la méthode d'échantillonnage non probabiliste de type intentionnel basée sur le choix consciencieux du chercheur d'introduire dans sa population d'études des personnes ayant certaines caractéristiques spécifiques. L'investigatrice a ainsi procédé à l'entretien approfondi auprès des informateurs clés, décideurs ou acteurs maternels au Cameroun. Diapo. Qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat? 1. En rapport avec l'objectif numéro 1, les déterminants de la mortalité maternelle sont constitués par les 3 retards, par les causes directes et les causes indirectes, mais aussi les causes sociétales qui ne bénéficient pas malheureusement d'une réponse orientée vers les communautés au Cameroun. En 2, en rapport avec l'objectif numéro 2, les formations des ressources humaines proposées par la CARM, je veux par là dire la campagne d'accélération pour la réduction de la mortalité maternelle, n'intègre pas la formation des promoteurs de la santé de la mère et de l'enfant, mais met l'accent sur la formation des sages-femmes et autres spécialistes en soins de restauration. Diapo. Par rapport à l'objectif numéro 3, les normes et les modalités prévues dans le cadre institutionnel de mise en œuvre de la feuille de route ne sont pas respectées. Cette situation renforce la persistance des causes de base sociétale liées au non-renforcement des potentialités communautaires. Par rapport à l'objectif numéro 4, les stratégies suggérées par des informateurs clés pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle sont énumérées entre autres propositions. L'application des normes de la CARMA et de la feuille de route de la réduction de la mortalité maternelle et promouvoir l'appui des ONG ayant des compétences pour réduire les faiblesses des districts de santé dans certains aspects. Diapo. Pour conclure, les déterminants de la mortalité maternelle sont identifiés à travers
l'étude documentaire. Les réponses pour accélérer la réduction de la mortalité en question sont multiples, notamment la réponse politique représentée par la loi cadre dans le domaine de la santé, la loi 96. La réponse stratégique apportée par la stratégie sectorielle de la santé élaborée en 2001. La réponse structurelle ou tactique. Même le maître de l'école, même son taxe, déjà envie de faire un concours aussi pour ne sait pas comment faire. C'est la joie, c'est la gaieté. Et on s'attend à ce qu'elle accouche. Elle rentre à la maison, ça fait la fierté de la dame, de son époux, de son partenaire, de toute la famille et de toute la société, y compris le monde de tout le pays. Alors quand on se rend compte qu'une femme qui a porté sa grossesse pendant 9 mois et à la fin, elle perd sa vie en donnant naissance, c'est ça qui m'a le plus frappé. Et je me dis, si déjà, vu les normes, les actions, les stratégies qui sont déjà mises en place, on peut renforcer également les capacités des individus, des familles, des communautés, c'est-à-dire en agissant en amont, sans toutefois s'attarder, puisqu'on est tous focalisés sur les soins curatifs. Donc on attend sur place à l'hôpital quand les femmes arrivent. On devrait déjà commencer ce travail dans la communauté, avec nos structures de dialogue. Donc on a des leaders qui vont auprès de... Ils sont capacités, nous leur donnons la bonne information. Qu'est-ce qu'ils doivent aller dire à ces femmes? Une femme, quand elle conçoit, elle devrait se présenter à l'hôpital. Une femme en âge de procréer, bien sûr, dès qu'elle conçoit, elle doit se présenter à l'hôpital. Déjà, quand elle arrive, ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement s'y limiter à sa grossesse. Il faut déjà confirmer. Ce n'est pas tout retard qui veut dire grossesse. Confirmer sa grossesse, voir s'il y a la détection et la résolution des problèmes. Il y a également la prévention des complications. Il y a également l'accouchement même qui va se passer par un personnel qualifié et par la suite la promotion de la santé. Alors quand cette femme, il faut attendre juste la dernière, elle arrive à l'hôpital, elle n'a pas toutes ses connaissances, il y a de quoi, les signes de danger peuvent même passer inaperçus, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle devrait se présenter à l'hôpital en cas de signes de danger. Je veux par là dire une femme qui a suivi régulièrement ces 4 CPN tels que c'est programmé dans notre contexte et qu'elle n'a pas toutes ses connaissances. En cas de complications, c'est souvent difficile. Elle cherche toujours à gérer ça au quartier avant de venir à l'hôpital. Or, si elle est bien... Je suis en train de répondre à la deuxième et la troisième question. Il s'agissait de mon apport par rapport à ce travail. Et ça emboîte également une autre question par rapport aux 3 retards. Parce que je vais en venir sur les retards. Vous avez demandé, quand on parle de retard, il s'agit de quoi? Les 3 retards. Le premier retard, c'est le retard pris, qui est relatif à la prise de décision d'aller consulter un service de santé. Et comme deuxième retard, c'est le retard pris pour accéder dans une structure. Et comme troisième retard, c'est le retard relatif aux soins pour pouvoir bénéficier des soins, la prise de décision au niveau des formations sanitaires. Et les réponses qui devraient donc être apportées à ces 3 retards-là, c'est beaucoup plus le troisième retard. C'est sur ce troisième retard qu'on est focalisé. On attend à l'hôpital quand la femme arrive avec ses problèmes. C'est en ce moment qu'on court le troisième retard. Deuxième retard aussi, ce n'est déjà pas entièrement, on n'a pas encore trouvé une entière satisfaction. Nous connaissons l'état de nos routes, l'accès pour pouvoir trouver même un moyen pour arriver, pour accéder à une structure sanitaire. Et maintenant, d'autres retards, prise de décision pour aller à l'hôpital. Certains sont limités, n'ont pas de connaissances adéquates. Les connaissances sont insuffisantes. Il y a même des attitudes discriminatoires. On ne sait pas, on a peur, on attend d'abord que si l'époux n'est pas là, le partenaire n'est pas là, on ne peut pas prendre la décision, alors que c'est un problème de santé. Qui doit alors l'amener
à savoir que c'est un problème. C'est là que la question se pose. Nous devons capaciter, c'est nous qui devons capaciter le personnel de santé, travaillant en collaboration avec les promoteurs. Les promoteurs pour la promotion et la prévention de la santé. Les promoteurs. Les agents de promotion. Les agents de promotion Voilà. et de la prévention. Et de la prévention. On appelle autrement Les agents de relais communautaires. Voilà. Voilà. Alors vous avez posé également la question de savoir le personnel, quel est ce, si je peux appeler personnel en amont. C'est la communauté, il faut agir en amont. On devrait commencer au niveau de la communauté. Et quand la communauté est mieux renseignée, c'est facile de prendre la décision et on pourra limiter les dégâts. Ça pourra nous permettre de limiter certains dégâts. Quand ils sont bien capacités. Et là, c'est avec le concours de nos agents relais communautaires qu'on doit capaciter pour aller également capaciter. En ce qui concerne un plan type, un plan de travail type, le plan il est là, mais je n'ai pas eu le document. Le plan opérationnel. Le plan opérationnel. Mais il n'est pas utilisé. Il faut dire qu'il n'est pas le document. Je n'ai pas eu le document. Parce que s'il y a même le document, il y a des actions qui sont au niveau. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des actions qui sont menées à leur niveau. Par exemple, la prévention de la transmission mère-enfant, les SONE, je veux par là dire les soins obstétricaux, néonataux, essentiels d'urgence. Aussi beaucoup plus dans la vaccination. Au cadre du stage, oui, c'était dans le cadre du stage d'application professionnelle. J'ai eu également à rencontrer d'autres informateurs clés de son service, les responsables, les cadres d'appui technique que j'ai eu à rencontrer au niveau central. Donc je ne suis pas allée rencontrer tout le personnel du ministère de la Santé publique. J'ai eu à rencontrer le personnel de la direction de la santé familiale. Au niveau de la région, au niveau de la délégation au niveau régional, j'ai rencontré le point focal à santé de la mère et de l'enfant. J'avoue également que ce n'était pas facile de rencontrer tous ceux qui sont supposés pouvoir nous apporter d'amples informations pour pouvoir mener cette étude. Et au niveau de Bonasama, j'ai également aller vers les structures de dialogue. J'ai rencontré le président de COSA, le président de COSADI et certains présidents des organisations de la... Quelques aspects qui ne relèvent pas de Madame Bala et qui relèvent de l'institution qui l'a formée. Parce que l'institution qui l'a formée a adopté certaines normes de travail. Et l'étudiante apprend ces normes et essaye d'appliquer ces normes. Alors, il y a un certain nombre d'observations. Je dis bien que nous avalisons et nous acceptons bon nombre d'observations, mais il y en a pour lesquelles on peut émettre quelques réserves. Parce que nous sommes en sciences et on peut discuter et se comprendre. Première chose, je voulais relever le fait qu'il est facile de mener une étude auprès des bénéficiaires. Et c'est ce qu'on fait d'habitude. C'est très facile d'aller vers les populations et leur poser des questions et observer ce qu'ils font, ainsi de suite. Mais c'est très difficile de mener une étude auprès des concepteurs, des acteurs. C'est très difficile, il faut déjà féliciter des étudiants qui commencent à aborder ce genre d'études. Parce que ceux qui ont monté un projet, ceux qui ont conçu une politique, une stratégie, lorsque vous venez observer et analyser et poser des questions sur cette politique, sur ce projet, c'est pas facile. Ils ne vous l'acceptent pas
facilement. C'est pour cela que Madame Bala vous disait, ce n'était pas facile. Et pour faire le lien qu'il y a entre le niveau central et le niveau périphérique, on ne saurait faire un travail essentiellement au niveau périphérique. Il n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce que les normes sont définies au niveau central. Les politiques, les standards sont définis au niveau central. Ils doivent s'appliquer au niveau périphérique. Alors, si vous n'allez pas d'abord au niveau central, visiter ce qui a été prévu, vous allez vous perdre à la base, en discutant inutilement avec les populations qui vous diront ce qu'elles pensent en fait, mais ça ne changera rien plus haut. Et je peux vous dire que nous avons une satisfaction, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, que cette étude est d'une grande importance pour la direction de la santé familiale, qui a reconnu que pour une fois, ils ont suivi une étudiante qui est venue faire un stage à leur niveau et qui pose des questionnements et qui les a amenés à se remettre en cause, et ils attendent fermement ce travail pour s'améliorer. Et je voudrais vous dire que Madame Bala, avant de sortir de l'école, rien qu'après le stage qu'elle a fait et avec les données qu'elle a collectées et les discussions qu'elle a eues au niveau central, est déjà cooptée par le niveau central comme formatrice nationale. Et elle a déjà été enrôlée dans l'équipe. Merci beaucoup. Et pour terminer, Monsieur le Président du jury, je voulais aussi que vous soyez un peu indulgent lorsque vous avez affaire à des travaux de recherche de ce niveau, lorsqu'il faudrait faire la différence entre une analyse et une évaluation. C'est deux choses bien différentes. On sait bien que dans les niveaux taxonomiques, vous avez l'analyse, vous avez la synthèse et à la fin vous avez l'évaluation. Nos étudiants, en réalité, ne font pas l'évaluation. Pour le moment, ils ne font pas l'évaluation. Et même quand on dit qu'on fait l'évaluation, en fait, ce n'est pas l'évaluation. Parce qu'on sait quand on fait une évaluation, qu'est-ce qu'on évalue? C'est des choses très compliquées. La pertinence, vous voyez, des choses bien compliquées. L'efficacité, vous voyez, plein de choses. L'efficience, c'est des choses qui demandent parfois des calculs à faire. C'est pour cela qu'on se limite aux analyses. Parce qu'une analyse peut amener plus tard à faire une évaluation. Donc j'attire seulement un peu l'attention du jury pour ne pas être rude et dur dans cette distinction et considérer que au niveau de travail où nous sommes, nos étudiants font des analyses et plus tard, ils pourront aborder des études évaluatives. Je voulais terminer aussi par rapport à tout ce qui a trait au cadre théorique. Qu'on fasse une bonne distinction entre un cadre théorique et un cadre opérationnel. Le cadre théorique, c'est les référentiels. C'est les référentiels. Lorsque je fais un travail, je me réfère à quoi? Je me réfère à quel auteur? Je me réfère à quel autre travail qui a été fait? Quelles sont les normes? Quels sont les standards qui ont été édictés? Et je vais me référer à ces standards. Mais maintenant, peut-être, lorsqu'on passe à ce qu'on appelle le cadre opérationnel, là on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de là où on met en œuvre. Donc c'est un peu ça la norme que nous avons au niveau de l'établissement avec celui qui dispense le cours de recherche. Je voulais juste relever cela pour que vous compreniez que de toutes les façons, sur certains aspects qui pourraient paraître flous, ce n'est pas l'étude. Something makes me to bow down in your my Story for 199 months for picking it. Story for 199 months for picking it.
Time for chop, oh mommy, they give it Bobby. Time for chop, oh mommy, they give him Bobby. Time for chop, oh mommy, they give it Jama. Time for chop, oh mommy, they give him Jama. Time for chop, oh mommy, they give it fish. Oh. Time for chop, oh mommy, they give him fish. Oh. Time for chop, oh mommy, they give it banana. Time for chop, oh mommy, they give him banana. Time for chop, oh mommy, they give it potatoes. Time for chop, oh mommy, they give him potatoes. Time for chop, oh mommy, they give it. As a lot of country people, now we program this what they call and say Tori for Mommy and Pekin. This program Tori for Mommy and Pekin, it come every Monday for 6 o'clock for evening. And the station where we are the years on FAPS community radio. Something makes me to bow down in your presence.